Philippe Vigier, votre réaction à cet état d'urgence qui pourrait durer 3 mois, est-ce que ça c'est une décision que vous êtes prêt à soutenir? Écoutez, nous avons salué, dès que le président de la République a pris cette décision, nous avons salué le fait que c'était la décision qu'il fallait prendre. C'est une décision d'exception, ça vient d'être rappelé, puisque depuis la guerre d'Algérie, elle n'avait pas été prise, mais nous sommes, chacun l'a bien compris, dans des circonstances exceptionnelles. Et c'est pour ça que demain, au Congrès, le président de la République va s'exprimer. Il y a une attente des Français. Et c'est bien qu'il réunisse tous les parlementaires. Comme quoi ce changement de constitution avait un sens. Et il est d'ailleurs, me semble-t-il, utile que chacun des groupes parlementaires puisse s'exprimer. Mais au-delà de tout cela, ce que nous disons, ce n'est pas le problème de l'unité ou de l'union nationale. Le problème, c'est qu'il faut que l'on ait un arsenal qui nous permette de mieux lutter contre le terrorisme. À l'heure où nous parlons, il y a encore un terroriste qui est reparti en Belgique, on le cherche, on ne sait pas où il est. À l'heure où nous parlons, on sait que la menace est très forte. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions importantes, mais on aura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a des travaux qui ont été faits pour cela par le Parlement, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée. On va avoir des dispositions complémentaires à prendre. Et puis, un mot quand même. Le monde entier est touché. Ce n'est pas uniquement un débat français, ce n'est pas uniquement un débat européen. Moi, j'attends du président de la République, j'espère qu'il le dira demain, qu'il faut que le Conseil de sécurité se réunisse le plus vite possible. Les Russes, il y a 15 jours, ont perdu un avion avec des civils. On sait très bien que les Irakiens ont été frappés, que les Turcs ont été frappés, que cette crise, elle est mondiale. Cette guerre, elle est mondiale. Elle n'est pas nouvelle. Elle ne date pas de vendredi soir. On sait très bien que depuis le début de l'année, et ça remonte même à quelques autres années, Daesh, c'est simplement une guerre de civilisation. Ils veulent casser nos démocraties. Eh bien, nous ne laisserons pas casser ces démocraties. Ouais, Jacques Mézard, vous êtes prêt à reprendre cette expression de guerre de civilisation que vient d'employer Philippe Vigier? Guerre de civilisation, c'est surtout une modification de la société mondiale. Nous sommes dans une mondialisation avec des technologies qui ont évolué à une vitesse considérable. Et bien sûr, les démocraties, nos nations, doivent être capables de résister à ces évolutions avec des procédés modernes, avec aussi une entente. On a parlé de l'ONU. Il est évident qu'on ne répond pas au terrorisme international par des décisions strictement nationales. Et que là, on voit bien d'ailleurs les carences, malheureusement, des relations européennes, parce que ce qui ressort de tout cela, c'est que si l'on n'est pas unis, si les démocraties ne sont pas unies pour répondre à ce terrorisme, eh bien on se retrouve dans les situations que l'on connaît, et nous savons tous que c'est intolérable, et qu'il y a une véritable urgence à ce que les nations se concertent pour trouver des solutions plus efficaces que celles qui ont été mises sur le terrain aujourd'hui. Oui, Corinne Bouchoux, est-ce qu'il va néanmoins falloir changer en matière de diplomatie vis-à-vis de la Syrie? Est-ce qu'il faut un changement de la position française selon vous? Écoutez, je sais pas, il y a évidemment une dimension internationale à cette question. Là, du coup, je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas plus une origine du côté de l'Irak que de la Syrie. Concernant la situation actuelle, ce n'est pas toujours le cas, c'est même assez rarement le cas, mais je partage ce qui a été dit tout à l'heure par le président Bas. Je pense que notre arsenal législatif est amplement suffisant. Nous n'allons pas demain pouvoir mettre un policier derrière chaque personne qui semble suspecte. Ça n'est pas possible. Ce que veulent ces personnes, c'est mettre à bas le modèle démocratique. C'est briser notre vivre ensemble. Regardez les quartiers où ça s'est passé, regardez ce qui s'y passait. Donc oui, vous avez raison, il y a une dimension internationale, mais ne nous laissons pas, je dirais, dévier de notre axe démocratique. Ça n'est pas plus de lois qu'il faut, c'est au contraire plus de dialogue dans notre société. C'est aussi une société plus résiliente et c'est aussi une société où les gens se parlent plus. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas un petit peu rogner sur nos libertés au nom de la sécurité? Jamais, c'est la victoire de ces personnes. Ne jamais rogner sur les libertés. Relisez Les Résistants, relisez Germaine Tillon, relisez Léo Braque. Jamais rogner sur les libertés, jamais. Oui. Alain Richard, peut-être sur ce sujet, oui. Sur ces questions de liberté individuelle qui sont au cœur du débat. Restons un instant sur la dimension internationale. Il est évident que notre intérêt stratégique, à tous ceux qui peuvent être victimes et qui ont déjà été victimes de ces attentats, c'est l'affaiblissement de l'État islamique. On n'y est pas parvenu.
Quand je dis on, c'est l'ensemble des puissances qui ont souhaité poursuivre cet objectif-là. C'est que le bilan pose question de l'engagement de la France. La discussion va se poursuivre. Je crois comprendre qu'il y a une convergence nouvelle entre les États-Unis et le président russe sur un déroulement d'une transition organisée en Syrie. Je ne suis pas sûr d'abord que cet accord soit complet et qu'il convienne à tous les partenaires. Et deuxièmement, même si ça se produit, à supposer que l'État islamique soit en recul, soit en repli, ça ne nous protège pas forcément contre des opérations de ce genre. Je crois qu'il faut faire les deux. Ensuite, sur l'affaire des libertés, on a enterré, je crois, hier Helmut Schmidt. Bon. Eh bien, moi je me rappelle très bien, j'étais jeune parlementaire à ce moment-là. Et on faisait des sessions communes entre la commission des lois de l'Assemblée et celle du Bundestag. Quand on a vu leur loi antiterroriste, on s'est dit, on préférait ne pas avoir ça chez nous. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces lois? Dites-nous, elles étaient extrêmement restrictives, très oui, il y avait en tout liberticides. Ce sont les lois que nous appliquons aujourd'hui en France. Bien sûr. On n'est pas allé beaucoup plus loin. Mais ça veut dire que cet enjeu, est-ce qu'on ne peut rien faire d'autre pour consolider la capacité d'action des services de sécurité de plus que ce qui a déjà été fait? Moi, là-dessus, je préfère quand même rester un peu plus prudent. Et on a suffisamment de cadre légal sur l'application des différentes mesures, disons, de contrainte, pour savoir que même s'il y a des mesures nouvelles ou des mesures complémentaires qui sont instaurées, elles respecteront notre cadre Je voudrais avoir l'avis également de Jacques Mézard sur ce point. Est-ce qu'il faut avoir peut-être des mesures un peu liberticides, mais qui permettent réellement de garantir la sécurité des citoyens? Écoutez, serait-ce que l'état d'urgence, ce sont des moyens nouveaux donnés à l'exécutif, des moyens importants pour lutter contre une menace contre l'ordre public. Quand l'ordre public est menacé, il est normal que la République se défende. Donc là-dessus, je crois que tout le monde doit être responsable et aller dans ce sens-là. Mais pour revenir sur les questions de loi, les lois réactives, c'est pas la solution. Nous avons peut-être quelques éléments à modifier, mais globalement, nous avons un arsenal législatif qui nous permet de lutter. Le tout, c'est de l'appliquer. Moi, je rappelais récemment que c'est des moyens, ça, Jacques Mézard. C'est quelque chose que vous allez demander aussi. Et une volonté, soyons clairs. Ouais. Il n'y a pas de volonté politique, selon vous? Il y a une volonté politique, mais est-ce que la volonté politique générale, et puis c'est une responsabilité collective, je veux le procès de personne, mais déjà, ne serait-ce que la loi de 1905 prévoyait que sur certains, dans les édifices religieux, il était interdit de faire de la politique, il y a des sanctions qui sont prévues. Nous avons un arsenal législatif depuis longtemps. Il faut l'appliquer. Le problème que nous avons souvent, et quels que soient les gouvernements, c'est l'application de la loi et les moyens nécessaires pour l'appliquer. Parce qu'on peut faire une loi renseignement, si derrière il n'y a pas les moyens, les spécialistes pour appliquer les dispositions qui sont prévues par la loi, ça n'avance pas beaucoup. Vous partagez cette analyse, Philippe Vigier? Oui, je partage cette analyse. Il y a beaucoup de textes qui existent. Il y a eu la loi renseignement. Moi, je fais partie des parlementaires et très nombreux dans mon groupe à l'Assemblée qui ont voté ce texte parce qu'il était utile. On sait que sur le renseignement électronique, on peut aller plus loin. Il le faut. D'ailleurs, les policiers, les gendarmes font un travail absolument formidable à l'heure actuelle. Moi, je voudrais quand même dire 2-3 choses encore. Est-ce qu'on peut tolérer dans ce pays, j'ai bien entendu ce que vous disiez, chers collègues, qu'il fallait se parler, mais lorsque des imams radicaux appellent à détruire la nation et la République, est-ce qu'on peut laisser faire cela sur le territoire français? Je dis non. Le problème de la formation des imams est un vrai sujet depuis longtemps. Alain Richard le sait, il a eu des fonctions ministérielles. Et on a botté en touche, il faut le faire. Est-ce qu'on sait qu'il y a des mosquées dans lesquelles, malheureusement, ce ne sont que des propos intégristes de déstructuration? Est-ce qu'il ne faut pas, oui ou non,
les fermer. Je m'interroge. Et si je dis tout cela, c'est pour préserver la liberté. Parce que moi, plus que tout, je suis attaché à cette liberté. Et la décision de François Hollande, qui est très courageuse d'avoir déclenché cet état d'urgence, c'est une privation quasiment totale de liberté. On voit bien d'ailleurs qu'on a 12 jours, puis après on repart pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, que se passera-t-il? Il y a des signes très forts. Ceux qui, par exemple, vont faire le djihad et qui reviennent, on sait très bien qu'ils ne perdent la nationalité que s'ils sont condamnés. Est-ce qu'on ne doit pas évoluer là-dessus? C'est peut-être pas une nouvelle loi, c'est peut-être du réglementaire. D'ailleurs, il y a une question prioritaire de constitutionnalité sur cette question qui va être posée dans les tout prochains jours. Bref, les terroristes doivent comprendre qu'il faut aller taper aussi au porte-monnaie. On a des questions là-dessus qui se posent. On sait très bien qu'ils ont 30 milliards de dollars quelque part disséminés dans le monde et on voit à peu près où. On va peut-être faire Est-ce agir que quand oui même ou non, on va être capable de faire cela. Sur ces questions-là, les Français aussi attendent des réponses. Je vous assure, juste un mot pour conclure. Il y a beaucoup d'anxiété, y compris loin de Paris. Ces images, évidemment, on est encore dans l'émotion et dans le deuil. Et toutes ces photos qu'on va voir dans les prochains jours vont encore raviver ces plaies terribles. Mais il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Et ils se disent simplement, on a eu Charlie, ça a été très dur, est-ce qu'on va se relever de cette nouvelle épreuve? Alors, Corinne Bouchoux, vous étiez interpellée par Philippe Vigier. Écoutez, je pense que le but de ces méthodes barbares est de nous opposer les uns aux autres. Non. D'opposer ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, d'opposer les croyances, c'est un de leurs buts, c'est-à-dire de sabrer ce qui fait le ciment de notre démocratie, notre capacité à vivre ensemble. Évidemment, je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites sur les imams qui seraient... Les imams radicaux, il faut etc. les faire partir, mais madame. ça n'est pas Mais le ça, sujet. le phénomène n'est pas nouveau, Corinne Bouchoux, et pourtant... Celui qui a tué de Chartres, Oui. il était dans la mosquée de Lucé. Lucé, c'est en Eure-et-Loire. Je suis député d'Eure-et-Loire. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a de l'émotion dans la population. Je comprends cette émotion, j'ai la même émotion dans mon département. partagez, Je dis simplement que nous ne devons pas prendre les problèmes petit bout par petit bout. C'est un problème global. Il y a la dimension internationale. Évidemment, il faut des mesures de sécurité publique. On est d'accord. Vous l'avez dit, l'état d'urgence, c'est déjà une atteinte très forte aux libertés, sur la circulation, les armes qui peuvent être récupérées. On peut faire des perquisitions administratives. Mais nous ne pouvons pas réduire la problématique actuelle à cela. Et donc, moi, je veux simplement insister sur le fait que, évidemment, la laïcité est une valeur importante. Évidemment. Nous avons en partage tout cela, parce que l'état d'urgence, on sait très bien qu'on ne le prolongera pas très très longtemps. Mais simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, ces mesures-là, ou notamment ceux qui sont fichés, Richard connaît ça parfaitement, il y en a qui n'ont plus leur place sur le sol français. Je vous dis simplement les choses. Est-ce que ou non, le fait de le repérer avec des bracelets, c'est quelque chose, une privation de liberté pour ces gens dont on sait qu'ils sont des dormants ou pas? Il faut s'interroger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de mes concitoyens. Et le vivre ensemble, et le dialogue, et vous avez raison. Mais eux n'ont pas notre modèle de société. Eux veulent casser ce modèle de démocratie, ils veulent casser cette république que nous avons tous dans les tripes. Oui, on va avancer ce débat et on va le poursuivre, mais je vous propose d'écouter aussi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui demande aux États de l'Union de surveiller leurs frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. La France a, au cours des derniers mois, demandé à plusieurs reprises que dans le cadre de l'application du code frontière Schengen, qui n'a pas besoin d'être modifié pour ce faire, des contrôles systématiques et coordonnés aux frontières intérieures de l'Union européenne puissent être organisées de manière à renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et d'utiliser à plein les opportunités aux frontières intérieures de l'Union européenne comme aux frontières extérieures qu'offre le système d'information Schengen. Il est temps désormais de mettre en œuvre ce dispositif. La France a rétabli ses contrôles à l'occasion de la COP21 et les a renforcés dans le cadre de l'état d'urgence qui a vocation à être prolongé. Et nous souhaitons, parce que les terroristes traversent les frontières extérieures de l'Union européenne et les frontières intérieures, que les propositions faites par la France et les mesures prises par la France puissent être mises en œuvre par d'autres pays de l'Union européenne dans le cadre des propositions que nous avons adressées déjà au Conseil JAI pour pouvoir aller vite. Oui. Alain Richard, sur cette proposition de Bernard Cazeneuve, sur cette surveillance des frontières au sein de l'espace Schengen, on le voyait, le ministre de l'Intérieur avec son homologue belge, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça ne se passe pas à la frontière. C'est un droit qu'on reconnaît aux États d'observer les mouvements de déplacement, peu importe où on identifie le mouvement. C'est une application d'une des dispositions qui est prévue dans les accords de Schengen qui permet ça.
Simplement, il faut avoir le renseignement. C'est-à-dire que le jeu ne consiste pas à filtrer tous les gens qui passent une frontière, c'est évidemment improductif. Donc le sujet en amont de ça, et dans la coopération entre les Européens, moi je crois savoir que les polices, les systèmes, disons, antiterroristes, coopèrent assez bien et s'échangent. Et pourtant, on voit peut-être qu'avec la Belgique, il y a eu certaines failles, certaines carences, disait Jacques Mézard tout à l'heure. S'échangent en temps réel les renseignements utiles. Encore faut-il qu'ils les aient, tout simplement. C'est-à-dire que, pour moi, le débriefing, pardonnez-moi de ne pas parler un bon français, mais le débriefing de ce qui s'est passé sur les 2 derniers mois dans les préparatifs de cette série d'attentats, ça va être une affaire très compliquée et je pense que c'est le cœur de ce que font tous les gens qui travaillent jour et nuit depuis vendredi soir à la DCRI. Mais ce qui s'est passé avec la Belgique saute aux yeux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'information pertinente sur le niveau d'engagement et le niveau d'organisation de ces gens. Et ajoutons une chose qui n'est pas agréable à dire, c'est que parce que vous avez vu quand même la description sociologique de Molenbeek, plus vous avez... Pépinière de djihadistes, c'est comme ça qu'on qualifie cette commune de l'agglomération bruxelloise. Plus un milieu est fermé, plus il est homogène, plus il y a une différence culturelle avec le reste de la population, plus c'est compliqué d'accéder au premier renseignement, c'est-à-dire de comprendre ce que font les gens et à quoi ils se préparent. Donc ça, c'est une difficulté qu'on rencontrera quelles que soient les lois. Et visiblement, dans les préparatifs des actions qui ont été menées, qui supposaient beaucoup de liaisons, beaucoup de mesures, beaucoup de transferts d'armes, tout ce que vous voudrez, il y a des choses qu'on n'a simplement pas détectées. Ouais. Donc, ce n'est pas une question de niveau de coopération. Moi, je n'ai pas de doute sur la volonté, y compris hors de l'Union européenne, y compris les Russes. On est tous dans le même bateau sur ce genre de choses. Donc, quand on a une info sur quelqu'un qu'on estime dangereux, on la passe aux collègues. Mais le problème, c'est encore, il faut l'avoir. Ouais. Comment on fait pour remédier à ce problème du déficit d'information dont parle Alain Richard, Jacques Mézard? Si la réponse était facile, on n'assisterait pas malheureusement à ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que c'est extrêmement difficile, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, les moyens de communication, les technologies ont considérablement évolué et il faut avoir en face les moyens de technologie. Jacques Mézard, je me permets de vous interrompre puisqu'on va tout de suite prendre la direction de l'Élysée pour écouter les chefs de parti qui sortent. Là, c'est le député européen Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. Et qui le prétendrait mentirait. C'est donc à la racine qu'il faut traiter le problème, c'est-à-dire là où le combat a lieu. Notre position est qu'il est largement temps d'avoir la conférence internationale, les initiatives qui permettent à tous ceux qui combattent du même côté, c'est-à-dire contre les mêmes, de se retrouver. En particulier, il est indispensable que 2 pas soient faits. Là, en direction des Russes, parce qu'il est inconcevable qu'on continue des actions séparées, et l'autre en faveur des forces qui, sur le terrain, combattent. Non pas celles dont on aimerait qu'elles combattent, mais celles qui combattent réellement. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à ce que la France soutienne massivement les combattants kurdes et obtienne de la Turquie qu'elle cesse de leur tirer dans le dos. Et les persécutions politiques qui ont lieu en Turquie contre les partis et les regroupements politiques intègrent les Kurdes. Il ne paraît pas raisonnable de continuer des discussions sur les risques en France sans traiter cette question-là. Maintenant, pour ce qui concerne notre pays, à propos de l'état d'urgence, nous mettons en garde contre des effets d'annonce qui sont sans autre résultat que de diminuer nos libertés. Quelle peut être l'efficacité de l'état d'urgence? On aimerait qu'on nous l'explique, sachant qu'il y a déjà plus de 10 lois antiterroristes qui ont été votées. Alors, l'état d'urgence par-dessus le marché, on peut le comprendre pour des périodes brèves, mais installé dans la durée, l'urgence pour 3 mois, c'est plus l'urgence. C'est plus un régime d'exception, ça devient un régime permanent. Donc un très grand scepticisme sur cette mesure. Enfin, nous pensons que la situation permet de vérifier au moins un point. Il n'y a pas de République française sans un État fort. Nous avons besoin d'un État.
un État capable de faire respecter les lois. Et avant de les faire respecter, peut-être tout simplement de les mettre en application. Ce qui nous revient du terrain, c'est que aussi bien gendarmes, militaires, policiers, quels que soient les corps de force de sûreté, tout le monde est à bout de souffle. Il y a là une carence terrible de personnel et de matériel au moment même où tout le monde est d'accord pour dire que ce sont les moyens humains qui sont les moyens décisifs. Il est donc temps que l'État reprenne sa place en France et notamment dans ses fonctions régaliennes essentielles avec les moyens qui vont avec. Peut-être que la Commission européenne peut arriver à comprendre cet aspect du problème que d'habitude elle nie puisqu'elle est profondément anti-État. Voilà ce que je peux dire sans aller plus loin, puisque notre intention est que, aussi longtemps que durera le deuil national, nous ne voulons entrer dans aucune polémique. Jacques Mézard, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui mettait en doute l'efficacité de l'état d'urgence. Finalement, l'esprit Charlie, cet esprit d'union nationale qui avait prévalu après les attentats de janvier, ça y est, c'est fini. Écoutez, je ne vais pas polémiquer sur les déclarations de M. Mélenchon. Il nous a dit qu'il voulait un État fort et il ne veut pas de l'état d'urgence. Aujourd'hui, l'État fort a besoin, pour une période relativement courte, parce que quand même 3 mois, ça ne sera pas très très long, a besoin de cet état d'urgence. Donc il faut être cohérent, il faut avoir un discours qui soit tout à fait responsable vis-à-vis de nos concitoyens. Et je crois que là, il est indispensable de répondre à la priorité actuelle de nos concitoyens. Leur priorité, ils sont inquiets, beaucoup ont peur, et ils ont besoin pour cela d'être justement rassurés par des mesures qui vont dans ce sens-là, même si c'est très difficile d'assurer la sécurité face à un terrorisme aveugle. Et Pierre Laurent, sénateur de Paris et secrétaire général du Parti communiste, est également reçu à l'Élysée. Il s'est exprimé à l'issue de son entretien avec le chef de l'État. Il met en garde contre les dérives et les amalgames qui pourraient découler de cette situation d'attaques inédites. On l'écoute. Nous avons également indiqué que nous refuserons dans le débat qui s'annonce toutes les dérives ou les amalgames qui consisteraient à nous entraîner sur un terrain qui n'a rien à voir avec l'objet de la situation actuelle et qui viserait à diviser les Français, voire à désigner du doigt des populations, je pense aux migrants qui n'ont rien à voir avec ces événements et qui sont eux-mêmes les victimes de la guerre qui se déroule dans le Grand Moyen-Orient. Philippe Vigier, c'est vrai que cette situation d'attentat va relancer aussi les divisions au sein de l'Union européenne sur les politiques migratoires et l'accueil des réfugiés. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, pas simplement les politiques migratoires. On voit bien que l'Europe, elle vit un moment très difficile, mais pas que l'Europe d'ailleurs, avec ces migrations très fortes. Nous avons dit à plusieurs reprises que naturellement le droit d'asile, c'était quelque chose qui pour la France était un des marqueurs de notre pays, notre démocratie, notamment aussi l'accueil des migrants de guerre, parce que cela c'est notre responsabilité que de les accueillir. En revanche, sur les migrants économiques, nous ne pouvions plus le faire. Et j'avais d'ailleurs dit quelque chose qui me paraissait important et qu'il faudra d'ailleurs reprendre rapidement. C'est cette affaire du co-développement. Parce que toutes ces populations qui migrent, c'est parce qu'elles ne trouvent pas sur place des conditions pour acquérir du développement économique, donc de l'emploi, donc du logement. Et ça, c'est une vraie question. Et je suis heureux d'ailleurs que la COP21 soit maintenue parce que j'espère qu'on va être capable justement de créer. Est-ce qu'on a les moyens d'assurer la sécurité de la COP21 après ce qui s'est passé sur l'aéroport du Bourget, j'imagine qu'on arrivera à sécuriser sans trop de difficultés cette COP21. Mais imaginez une seule seconde qu'on la supprime. Oui. Que se passe-t-il ? Ça veut dire qu'on met les genoux à terre devant les terroristes qui diront, voilà, non seulement on est allé tuer plus de 120 personnes dans les rues de Paris, non seulement il y a de très nombreux blessés, et en plus, les grands rendez-vous démocratiques, certains même imaginaient qu'on allait décaler des élections comme les élections régionales. Je reviens une seconde en disant, moi j'attends du président de la République, avec les pouvoirs qui lui ont été conférés avec cet état d'urgence, qu'on s'appuie justement sur des mesures n'ont pas été prises, sur des décrets d'application qui ne sont pas sortis pour aller plus loin. Ça a été dit pour la coopération, ça a été dit pour le renseignement, c'est vrai, parce que si on n'a pas le renseignement, on ne va pas mettre un gendarme à chaque millimètre de frontière, ça n'a pas de sens. Mais il y a des mesures symboliques très fortes que j'évoquais tout à l'heure,
concernant la radicalisation de l'islam, il faut là-dessus faire passer des messages très forts. Les sites Internet. Ouais. Sur ces sites Internet dont on sait que à longueur de journée, ils profèrent des propos absolument inacceptables, il faut les arrêter et quelque part que ceux, pardonnez-moi mais je termine là-dessus, c'est important. Mais on le sent bien, Philippe Vigier, à votre discours, que la droite durcit le ton. Donc finalement, après ces attentats les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français, c'est l'esprit Charlie qui avait prévalu après le 11 janvier qui semble s'éloigner. Je vous propose d'ailleurs de voir ce reportage tourné par Jérôme Rabier et Louis Sibille. Je vais répondre après. Unité nationale dans le recueillement, oui, mais pas question d'unité politique dans les réponses à apporter aux attaques terroristes. Les ténors Les Républicains, réunis par Nicolas Sarkozy, font voler en éclats l'union sacrée et chacun y va de sa proposition. La période n'est pas au grand discours. Elle n'est plus à l'angélisme. On n'est pas le 11 janvier. Ce dont on a besoin, c'est d'action et d'action immédiate. Ce que je demande, c'est un Patriot Act à la française et rapidement. Je demande la réunion immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre en place une coalition internationale avec des troupes au sol pour éliminer Daesh. 1h30 de réunion pour rendre compte de l'entretien de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Et puisque l'on parle désormais de guerre, des actes doivent suivre, disent en chœur les Républicains. Nous sommes en guerre et la France est en guerre depuis longtemps, même si on a voulu refuser d'accepter de le dire. Moi je l'ai dit, la France est en guerre et il ne suffit pas de le dire, il faut la faire. Si la droite réclame des actions sur le plan intérieur et international, pas encore de mesures concrètes annoncées. Celles-ci seront discutées en bureau politique mardi matin en fonction des annonces de François Hollande demain. Alors Philippe Vigier, rapidement, on voit les Républicains qui demandent des actions immédiates. Tout le monde demande des actions immédiates. Vous croyez que les socialistes, vous croyez que les écologistes, tout le monde veut que la paix soit rétablie. Je reformule ce que j'ai dit tout à l'heure. Conseil de sécurité, c'est important. D'aller éradiquer Daesh, c'est essentiel. De faire en sorte qu'un certain nombre de textes qui ont été votés puissent s'appliquer, ça l'est encore. Et j'insiste à nouveau sur ces mesures symboliques qu'on doit prendre vis-à-vis de l'islam radical. Ça, c'est attendu par les populations. Donc, il ne s'agit pas d'opposer le problème de l'unité nationale. L'unité nationale ne doit pas être une posture. Elle doit vivre. Elle n'est pas conditionnelle, mais elle doit vivre pour que, justement, on puisse, les uns et les autres, faire en sorte que cette unité serve la démocratie. Oui, Corinne Bouchoux, on voit que la droite, les Républicains notamment, vont demander des actions immédiates. On a entendu Laurent Wauquiez, Patriot Act à la française, Bruno Le Maire qui réclame des troupes au sol. Il demande des inflexions très claires en matière de politique étrangère de la France. Écoutez, nous ne sommes absolument pas là dans une visée polémique. Je vous ai dit tout à l'heure l'attachement qu'ont les écologistes aux libertés publiques. Je soutiens ce qu'a dit le président Bas, qui n'est pas vraiment de ma famille politique. Nous avons assez de lois. Ce qu'il faut, c'est que les lois actuelles soient appliquées. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on confonde la question qui est très importante de la sécurité au quotidien avec la question des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les Syriens qui viennent, ce sont les premiers qui fuient les bombardements. Donc il faut éviter, je dirais, les raccourcis ou les simplifications abusives. Ouais. Moi, ce que je souhaite dans le moment très difficile... Il peut y avoir un danger d'une infiltration. Écoutez... il y a des dangers partout. Je dirais qui a été retrouvé écoutez, d'abord, alors moi je ne commente pas les choses dont je n'ai pas connaissance, donc je ne me lancerai pas sur ce sujet-là. En revanche, je voudrais quand même signaler quelque chose qui me semble assez important, c'est que toutes les législations, toutes les surveillances, toutes les écoutes ne sont rien sans, je dirais, un facteur humain. Et je pense que ça, c'est une vraie question dont on pourra discuter lors de la prochaine programmation de loi, lors des questions budgétaires prochainement. Et moi, je suis pour le fait que nous maintenions autant que possible le temps que toutes les victimes soient enterrées, ce temps d'émotion partagée, et que nous n'en venions pas tout de suite à de la querelle politique. Nos concitoyens ne le comprendraient pas. Donc moi, c'est pour ça, même si j'ai sur certaines questions parfois des divergences avec le gouvernement, là, nous allons taire nos divergences. Nous soutenons l'exécutif sur ce qu'il a fait. Il a été à la hauteur des enjeux et nous pensons que actuellement, il faut que nous soyons unis et ne pas jouer la désunion entre nous. Je pense que ça n'est pas utile. Et pourtant, Alain Richard, on le voit, cette droite qui réclame notamment l'intervention de troupes au sol. Alors, est-ce que la France doit aller sur ce terrain ? Vous avez aussi une responsabilité, vous. Inévitablement, dans le mécanisme d'échange de messages dans lequel nous vivons, il y a une diversité et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se faire identifier. Dire je suis là et je suis original, je suis moi et il faut bien me repérer. Ça existe dans la vie politique.
vous avez aussi, et d'ailleurs je vous remercie de tenir cette table ronde, parce que là on travaille, on s'exprime de manière, disons, en respectant nos concitoyens et en essayant de s'adresser à leur intelligence. À vous aussi de doser. Ceux qui sont... On est bien obligé de donner aussi oui, la d'accord, parole à tous les responsables excusez-moi, politiques. vous faites toujours un tri, toujours, à chaque instant. Et vous exercez un grand pouvoir politique. Il est utile de vous le rappeler de temps en temps, parce que c'est vous qui distribuez la parole. Je pense que c'est aussi dans votre responsabilité d'essayer de resituer quelles déclarations sont susceptibles d'aboutir à des vraies décisions et à des vrais faits, et quelles déclarations sont un peu du vent. Alors, est-ce que vous voyez certaines déclarations qui sont du vent, pour reprendre les propos d'Alain Richard, dans ce qu'on a entendu, Jacques Mézard? Non, mais je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, on parle d'unité nationale, il faut que les partis disent la même chose, ça ce n'est pas possible, chacun a ses convictions, a ses différences, mais par contre, ce qui est fondamental, c'est l'unité de la République, des Françaises et des Français. Nous avons dans ce pays 5 millions de musulmans. Il faut arrêter le communautarisme. Il faut, pour respecter toutes les sensibilités, toutes les religions, toutes les expressions, revenir au fondement de la République, qui est une, indivisible et laïque. Et ça, c'est fondamental. Et si nous demandons l'application des lois existantes, en particulier de celle de 1905, si nous souhaitons effectivement, comme Philippe Vigier, que les imams qui sont extrémistes soient condamnés et expulsés, c'est pour protéger les millions de musulmans qui sont dans ce pays et tous les Français. L'unité de la République, c'est ça. Et là, nous sommes devant des problèmes de court terme, de réponse, de sécurité. Mais il faut travailler tous les jours. Et c'est là où nous avons tous failli. Il faut travailler tous les jours, d'abord à l'école, dans les médias, partout, pour restaurer cette vision de la République et cet objectif qui doit être le nôtre fondamentalement. Ouais. Partout dans le monde, on va le voir, il y a des témoignages de solidarité à l'égard de la France. Depuis hier, de nombreux bâtiments sont illuminés aux couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge, mais aussi on a pu entendre la Marseillaise qui a retenti dans de nombreux pays à l'étranger. Voyez ce reportage de Marie Lebon. Aujourd'hui encore, le monde affiche son soutien à la France meurtrie par les attentats. Peu après 14h30, les dirigeants des 20 plus grandes puissances mondiales se sont unis pour une minute de silence exceptionnelle. Angela Merkel, Barack Obama et Vladimir Poutine rendant hommage aux victimes des attentats de Paris, c'était en Turquie lors de l'ouverture du sommet du G20. La nuit dernière, les candidats démocrates réunis pour leur deuxième débat ont également rendu hommage à la France. Hillary Clinton affirmant même que les États-Unis étaient eux aussi en guerre contre l'idéologie djihadiste. À Rome ce midi, le pape François a exprimé sa douleur et martelé qu'utiliser le nom de Dieu pour justifier la violence et la haine était un blasphème. En concert à Stockholm, Madonna a elle aussi tenu à rendre hommage aux victimes en chantant La vie en rose. Des pots de fleurs et marseillaises chantés en public à Tokyo, bâtiments illuminés aux couleurs françaises à Rio de Janeiro, New York ou encore Jérusalem, où les fortifications ont arboré le bleu, blanc, rouge, des marques de soutien qui devraient se reproduire ce soir encore dans de nombreuses capitales. Corinne Bouchou, quand vous voyez toutes ces marques de soutien à l'étranger, à l'égard de la France, quel est votre sentiment ? Évidemment, c'est heureux et je dirais que ça a été dit tout à l'heure, nous sommes aussi tous touchés. Il y a eu un avion russe il y a quelque temps, il y a eu un attentat au Liban. Malheureusement, c'est un problème planétaire, il faut une réaction planétaire, un sursaut démocratique planétaire. Ouais. Alain Richard, sur cette solidarité mondiale à l'égard de notre pays frappé par les attentats. Oui, moi j'ai été pas mal questionné parce que je fais partie des rares spécimens politiques qui parlent un peu anglais, donc j'ai beaucoup parlé sur les médias anglophones. Et la prévention de nos interlocuteurs était de dire, mais au fond c'est la France parce que vous êtes plus en pointe, parce que vous êtes un pays laïque, etc. Moi ma conviction c'est que nous sommes menacés à peu près au même degré. Et ça oblige à réfléchir à ce qu'est la stratégie de ce groupe criminel. Mais donc je pense qu'il y a à la fois de l'amitié pour la France, parce qu'on n'est pas un pays indifférent pour la plupart des citoyens du monde, et puis aussi un sentiment, ça pourrait être chez nous. Ouais. Une réaction également, Philippe Vigier, avant de terminer cette édition, sur cette émotion qui dépasse largement le cadre de nos frontières, on le voit. Un sentiment formidable de ce pays, qui est l'étendard de la liberté, et tous les pays du monde, comme le disait Alain Richard, sentent qu'eux aussi demain peuvent être fragilisés. Mais
ce sentiment, ce soutien qui nous est apporté exige de la France, je dis bien exige de la France, qu'on soit capable d'aller à l'ONU le plus vite possible, avoir une résolution du Conseil de sécurité. Oui, Jacques Mézard, pour conclure, oui. C'est beaucoup d'émotions et je crois que la France, elle a une tradition, elle a une véritable image dans le monde. Et il est essentiel que nous soyons aussi dignes de cette image par rapport aux réactions que nous allons avoir face à cet événement dramatique. Nous portons ces valeurs. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été les invités de cette édition. Avant de la terminer, on va retrouver Paul Bouffard, toujours en direct de l'Elysée. Paul, les consultations sont terminées. Que faut-il retenir de cette journée où François Hollande a reçu tous les chefs de partis politiques, y compris le Front National ? Alors, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, les forces politiques parlementaires, les principaux chefs des partis politiques en France, tous consultés par François Hollande. Gérard Larcher qui annonce à la sortie un débat législatif pour une prolongation de la durée de l'état d'urgence. Il est de 12 jours actuellement. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire des socialistes, appelle à la concorde nationale. Les représentants des Républicains, eux, demandent une révision complète de la politique de Schengen. Pour les chefs de parti, François Bayrou demande la création d'une garde nationale sur le modèle des États-Unis. Nicolas Dupont-Aignan veut une arrestation immédiate des personnes ayant une fiche S, des personnes surveillées par les services de l'État. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, qui a conclu cet après-midi de consultation, dit que l'état d'urgence ne doit pas durer, il doit être bref. Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui fait le lien entre migrants et terroristes, dit vouloir soutenir l'état d'urgence seulement si il permet de désarmer les banlieues, toutes les banlieues en France. Des rencontres à l'Elysée qui doit amener le chef de l'État, François Hollande, à livrer des annonces concrètes demain à Versailles. Merci beaucoup Paul pour toutes ces précisions et je vous rappelle avant de se quitter que le bilan s'est alourdi, il s'établit maintenant à 132 morts et que la police a lancé un appel à un témoin sur internet. Elle a diffusé la photo d'un témoin, vous le voyez, il s'appelle Abdeslam Salah et si vous avez des informations il faut contacter le 197 alerte attentat. Sur le site de Libé tout de suite. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. On continuera cette soirée spéciale avec attention risque majeur sur les risques terroristes. Et puis à 20h30 sur LCP Assemblée nationale, grand écran avec Djihad 2.0, un documentaire réalisé par Olivier Toxer. Bonne soirée à tous.